Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Coucou la commu, je vous retrouve, je suis encore dans ma voiture. En fait, je crois que c'est le seul endroit où j'ai vraiment le temps d'enregistrer des podcasts parce que déjà c'est un grand lieu d'introspection pour moi la voiture et un grand lieu de plein de questions. Je pense toujours à 1000 trucs en voiture. Donc voilà, du coup j'ai des micros, parce que quand j'avais perdu mon micro, je l'ai retrouvé, donc j'en avais racheté entre-temps. Donc j'ai un micro dans la voiture et un micro à la maison. Donc comme ça me permet, quand dans la voiture j'ai des inspi, hop, micro et c'est parti. Du coup, je vous prends aujourd'hui pour vous parler de la suite de mon aventure psy, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un point et quand même ça a avancé. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec le psychiatre parce que, pour resituer, une fois qu'on a fait le diag avec la psychologue ou un psy, ah, c'est psychologue ou neuropsy, je crois. Bref. Et ben en fait, il faut le faire valider par un médecin psychiatre. Euh, voilà. Donc moi, j'avais fait le choix de prendre le médecin psychiatre qui travaille en collaboration avec ma psychologue parce qu'il a l'habitude de ses dossiers, de comment elle fait, etc. Je pensais que ça serait plus facile. Bon, la vérité, c'est qu'en fait, il a quasiment rien lu du dossier. Je pense vraiment qu'il ne l'a pas lu, qu'il a lu que la conclusion, alors que c'est quand même un dossier de 16 pages. Donc je trouve ça un peu dommage parce que tout le travail qu'elle a fait, en fait, il a pris la conclusion, mais bon, passons. Euh, il est plutôt jeune, le psychiatre. Je pense lui aussi très autiste, hein, il est très, très spécial. Je pense vraiment qu'il est très neuroatypique. Mais bon, voilà. J'ai fait mon premier rendez-vous en présentiel et j'ai fait les 2 suivants en visio. Et donc là, j'ai terminé mon 3e rendez-vous, c'était la semaine dernière. Du coup, là où j'étais en dépression lors du bilan avec la psychologue, lui ne retrouve pas la dépression, mais c'est logique parce que quand j'ai fait mon bilan avec la psychologue, c'était mon dernier mois de travail salarié où ça se passait mal, où j'étais dans une mission qui me plaisait pas, qui me convenait pas, avec un chef qui était hautement insupportable et vraiment très, très, très harceleur. Enfin, c'était vraiment compliqué, donc ça allait pas. Franchement, ça allait pas bien. Donc ça s'est ressenti sur le DAC, c'est logique. Là, ils y retrouvent pas forcément. Depuis septembre, je suis voilà, à mon compte, je suis libre comme l'air, je m'installe dans des trucs qui me plaisent, donc forcément ça me hype, ça me fait vibrer, donc fatalement la dépression c'est caché. Donc voilà. Euh, j'ai passé 3 rendez-vous avec lui à répondre à ces questions. En gros, c'était un peu, on est remonté un peu dans l'enfance, des questions pour savoir si les troubles étaient déjà présents à l'enfance ou pas, voir s'il y avait peut-être pas un stress post-traumatique avec un élément déclencheur, ou bref, des choses comme ça. J'ai pas tout compris le, le fil conducteur de ces séances. Bon, quoi qu'il en soit, lors de la dernière séance, sachant que chez le psychiatre, c'est millimétré. C'est-à-dire que déjà, ça coûte extrêmement cher, bien plus cher que le psychologue. Là, le psychiatre, il coûte, je payais 130 € le rendez-vous, donc c'est hyper cher. Et c'est un rendez-vous de 45 minutes, pas une seconde de plus, il y a un chrono qui tourne. Que ce soit en présentiel ou en visio, le chrono il tourne. Quand c'est écrit 0-0, il faut qu'on ait raccroché. Il faut que je sois sortie de la pièce. Il faut que j'ai payé et tout. Donc voilà, donc c'est assez particulier, mais bon, c'est comme ça. Donc sur la toute fin du dernier rendez-vous, il m'a dit que lui, il validait à 100% le TDAH, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, il en était sûr, et qu'il voulait me mettre sous traitement médicamenteux pour le TDAH, parce que certains de mes troubles mis sous coup de l'autisme peuvent être des troubles liés au TDAH. Donc, pour savoir s'il y a de l'autisme en plus du TDAH, il faut contrôler le TDAH pour pouvoir être sûr que les troubles sont toujours là quand le TDAH est contrôlé. Donc, pour être sûr qu'il y a bien de l'autisme derrière. Bon, je vous cache pas que ça m'emmerde parce que j'avais pas prévu de prendre des médicaments. Après, je me dis bon, autant aller jusqu'au bout.
Je me dis que potentiellement, peut-être que je me sentirais mieux. Voilà, aussi. Bref, je me suis dit que ça se tentait. Mais voilà, sachant que pour prendre les médicaments du TDAH, il faut que je voie un cardiologue parce que c'est des excitants en fait. Les médicaments pour le TDAH. Je... Donc il faut que je voie un cardiologue. Pourquoi c'est des excitants alors qu'on parle de personnes hyperactives? Parce que en fait, ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un de TDAH, c'est un cerveau neurodivergent. Les récepteurs au niveau du cerveau, enfin les récepteurs, les synapses, enfin je sais pas comment on dit là, les connectiques quoi, au niveau du cerveau sur la production de dopamine et de noradrénaline et de une autre hormone, je ne sais plus laquelle, ne se font pas. C'est-à-dire que ces récepteurs-là ne sont pas stimulés et ils reçoivent très très mal l'information. Du coup, ils ne sécrètent pas de dopamine ou très mal et ils ne sécrètent pas de noradrénaline, il me semble. Ou c'était peut-être pas ça. Je crois que c'est pas ça. Ça sonne mal quand je le dis. Je crois que je confonds avec une autre et c'est celle-ci qui vient alors qu'elle a rien à voir. Bref, il y a deux trois hormones comme ça que le cerveau ne sécrète pas, qui sont hormones du plaisir, hormones de la motivation, enfin voilà, des choses comme ça. C'est pour ça qu'un cerveau TDAH, enfin une personne TDAH va oublier des choses. C'est pour ça qu'une personne TDAH tombe vite dans des addictions parce que c'est de la dopamine facile, des addictions. C'est pour ça qu'une personne TDAH tombe vite dans la dépression aussi. Enfin voilà, c'est tout ça. Et du coup, on met un stimulant aux personnes qui sont atteintes de TDAH, enfin qui sont atteintes, on dirait que c'est une maladie, qui sont neurodivergents TDAH, car ces stimulants-là viennent booster ces récepteurs-là pour que la connexion se passe mieux et qu'il y ait une meilleure libération de dopamine et de noradrénaline et d'adrénaline, etc. pour pouvoir être plus efficace et donc pallier à tous ces manquements au quotidien. Voilà, mais du coup, ça reste des excitants, donc il faut surveiller le cœur, surtout que comme je suis en surpoids, blablabla, la chanson on la connaît, on l'a entendu 50 fois. J'aurais été étonnée qu'il m'en parle pas une fois, mais bon, passons, on s'en fout. Sauf que je ne sais pas si vous savez, mais prendre rendez-vous avec un cardiologue, c'est genre, waouh, c'est dans 8 mois, quoi. Enfin, genre, c'est dans 1000 ans. Donc, complicado, mais bon, passons. Suite à ça, j'ai eu rendez-vous avec ma psychologue parce que j'ai rendez-vous tous les mois avec ma psychologue au début de mois. Donc j'ai eu rendez-vous avec elle mardi en visio. Et donc je lui ai raconté ce rendez-vous, je lui ai dit que il voulait mettre sous traitement, etc. Et elle m'a dit que le traitement pour le TDAH n'avait rien à voir avec un traitement il pleut. Hein. Donc si vous entendez des bruits, c'est les essuie-glaces. Un traitement pour la dépression parce qu'en fait c'est pas, si on le prend pas tous les jours, c'est pas grave. En fait c'est quelque chose de très ponctuel et on peut le prendre qu'à certains moments, on peut le prendre donc c'est pas grave si on le prend pas. Donc elle m'a dit vous pouvez essayer et puis si ça vous convient pas, vous le prenez pas et puis vous le prenez que à certains moments. Comme ça vous permet aussi de voir les différences qu'il y a entre un état normal et un état comme vous avez l'habitude et un état sous médoc. Et elle me dit du coup voilà, effectivement je pense que ça se tente, etc. Mais sur ce rendez-vous-là, parce qu'en fait avec elle ça fait 2 séances, c'était la 3e, on a terminé. Donc ça faisait 3 séances qu'on travaillait sur une frise chronologique de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait on est parti d'aujourd'hui et on est remonté jusqu'à ma naissance pour savoir, pour essayer de remettre des éléments, pas des éléments déclencheurs, mais si des déclencheurs qui ont pu déclencher des crises, pour aussi voir quel mécanisme d'adaptation j'avais mis en place depuis toujours, etc., etc. Donc c'était hyper intéressant. Après c'était très compliqué pour moi parce que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, très très peu. C'est-à-dire que lycée c'est déjà très très flou et j'ai que des bribes. Collège, n'en parlons pas. Et puis alors avant maternelle, primaire et tout le tintin là, wow, que nenni. Donc c'était pas facile comme exercice, mais en soi c'était quand même très intéressant. Et on a fini là cette semaine. Et du coup elle a un peu rigolé quand je lui ai raconté le rendez-vous du psychiatre parce que elle m'a dit
le docteur a un doute sur le TSA, mais moi, là, tout ce que j'entends, tout ce que vous me dites, oui, j'ai aucun doute que vous soyez TDAH, mais tout ce que j'entends là, c'est clairement pas lié au TDAH, ça c'est clairement des caractéristiques de l'autisme. Parce qu'en fait, là, sur le rendez-vous de cette semaine, elle m'a demandé quels étaient mes problèmes sociaux avec les gens. Et en fait, j'en ai quand même beaucoup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à comprendre les codes. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi on doit faire la bise à tout le monde. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse et en plus, je déteste ça. Euh, et elle m'a demandé du coup ce que je mettais en place pour éviter ça. Je lui ai dit que déjà j'avais de la chance d'évoluer dans un milieu sportif où on check beaucoup plus qu'on ne fait la bise. Donc à part mes amis très proches que je me suis fait dans le milieu sportif où je fais la bise, sinon tous les autres je les check parce que j'ai pas envie en fait de toucher la peau des autres. Enfin voilà, c'est ma peau, c'est moi et t'as ta peau, t'as ton espace vital, j'ai le mien, on check, c'est très bien et que j'étais très peu tactile. Elle m'a demandé si ça avait toujours été le cas ou est-ce que c'est parce que j'avais manqué de lien tactile quand j'étais jeune. Je lui ai dit que non parce que j'étais la première petite fille, enfin j'étais la première enfant de ma génération, donc j'avais pas de cousin cousine, je suis la première toute première et du coup j'étais un peu l'enfant roi, puis je suis fille unique. Donc non, j'ai toujours eu des câlins, des machins, des trucs, mais je n'ai jamais aimé ça. Et au-delà de pas aimer ça, ça me met extrêmement mal à l'aise parce que je ne sais pas comment réagir, j'ai pas envie de prendre les gens dans mes bras. En gros, je me retrouve droite comme un i, les bras le long du corps et j'attends que le moment passe. Et elle m'a demandé du coup ce que je faisais pour éviter ça. Je lui ai dit que dans la plupart des cas, soit quand les gens veulent me prendre, si c'est des gens pas très proches de moi, je dis non en fait, je dis non, j'aime pas ça, enfin c'est bon, stop, tu vois. Soit par exemple, je sais que j'ai en tête une personne de ma famille qui est extrêmement tactile. J'aime pas ça me met mal à l'aise, mais c'est quelqu'un que je ne vois pas très souvent et je peux entendre qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, donc je supporte le moment. Mais quand c'est trop, je dis c'est bon là, stop. Mais ça n'empêche pas que moi je ne rends pas cette accolade parce que je n'aime pas les accolades. Tout comme encore pire que faire la bise, il y a des gens quand ils disent bonjour, ils mettent aussi les bras autour de votre dos là, comme ça là, une accolade en même temps qu'ils font la bise. Mais pourquoi tu fais ça? Lâche-moi. Déjà ma joue touche ta joue. Déjà j'aime pas ça. Mais si en plus il faut que tu me mettes le bras soit au niveau de la taille, soit sur l'épaule, mon Dieu, mais laisse-moi tranquille. Je déteste. Voilà, vous l'aurez compris, je déteste ça. Donc tout ça c'est très autiste. Euh, Pareil, je lui ai dit que j'avais beaucoup de mal à comprendre les organisations de discussion, c'est-à-dire que moi, quand ça m'intéresse pas, je dis que ça m'intéresse pas. Voilà, voilà, ça m'intéresse pas, et je ne suis pas capable de faire semblant. Je lui ai aussi dit que je ne comprenais pas les blagues. Soit je les comprends, mais je trouve pas ça drôle. Le nombre de fois que Mathieu me raconte un truc, il me dit bah c'est drôle. Il me dit t'as compris? Je dis bah oui. Il me dit bah c'est drôle. Bah non, c'est pas drôle. Ou soit je les comprends pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est un peu. Et surtout le gros truc sur les interactions sociales, c'est que quand je dis quelque chose qui est pas au bon endroit, qui est pas bien placé, que j'aurais pas dû dire là, que si, que là, et je me refais le film 1000 fois. Mais 1000 fois, je pense que c'est vraiment le bon nombre si je les comptais. Je me refais le film dans la tête tout le temps, en me demandant comment l'autre personne elle a pu prendre ça ou ça, comment l'autre personne elle a pu. Enfin voilà, vraiment, je me refais le film vraiment beaucoup. Donc ça, j'ai beaucoup de mal. Pareil, je ne sais pas garder un secret, donc voilà, vous le saurez, c'est très compliqué pour moi parce que je ne vois pas où est le mal. En fait, je vais savoir garder un secret quand c'est à la limite quelque chose de grave, d'intime et de grave. Mais si c'est quelque chose de un fait, en fait c'est un fait, c'est un fait. Voilà. Et donc en fait ça et il faut me le dire aussi, hein, oui. Je n'ai pas précisé, mais c'est pas implicite pour moi de garder un secret. Il faut me dire ça, je veux que tu le gardes pour toi. Quand on me le dit, j'arrive à me conditionner de sorte à fermer ma gueule. Mais quand on me le dit pas, en fait, moi je vois pas où est le mal
à dire les choses parce que c'est en fait, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je sais que j'ai blessé plusieurs fois des gens en parlant trop. Même Mathieu, hein, très simplement, Mathieu, c'est arrivé très souvent que je le blesse parce que je dis des choses que j'aurais pas dû dire. On s'engueule très souvent à cause de ça, hein, parce que voilà, il me dit mais pourquoi t'as dit ça, pourquoi les autres ont besoin de savoir ça sur notre intimité, blablabla, blablabla. Et en fait, moi, je vois pas où est le mal parce que moi, je parle avec les gens de ma vie. Enfin voilà, c'est des faits, c'est comme ça, c'est factuel. Et en fait, lui, ça le blesse. Et moi, voilà. Et en fait, souvent, il me dit essaye de te mettre à ma place. Déjà, ça, je ne suis pas capable de mettre à la place des gens. Je ne sais pas faire. Et en plus de ça, quand bien même, je vois pas où est le mal parce que c'est un fait, c'est comme ça, c'est arrivé, ou voilà. Et du coup, je sais pas faire. Et ça, j'ai beaucoup de mal et c'est vraiment problématique hein, dans la vie d'aujourd'hui. Et donc, j'en viens au dernier point, ne pas savoir se mettre à la place des autres. Donc, je sais plus comment elle a appelé ça, mais ça a un nom. Hein, mais moi, je prenais ça un peu pour de l'immaturité émotionnelle. C'est-à-dire que tant que j'ai pas vécu un truc moi-même et que je n'ai pas appréhendé ce que ça fait, que je n'ai pas appréhendé la douleur peut-être ou la non-douleur ou réfléchi en étant dans la position, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un. Et ça m'est arrivé souvent de juger des copines à moi, d'être dure dans mes propos, vraiment d'être très dure et de m'embrouiller avec des gens et qui sortent de ma vie pour des raisons parce que j'étais trop carrée dans mes propos et dans ma façon de penser et pour moi voilà c'était moi qui avais raison et ça aussi il faut que j'en parle aussi juste après et en fait après j'ai été confrontée au même cas et en fait je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ce que j'avais pu dire à l'époque que c'était pas et même si c'était 10 ans plus tard je pense à une amie à moi qui se reconnaîtra 10 ans peut-être pas ça on a vieilli tant que ça peut-être et même si c'était à peu près 10 ans plus tard et ben en fait je le rumine parce que je me dis oh, à l'époque j'ai vraiment abusé et tout j'aurais pas dû lui dire ça c'était hyper déplacé j'étais pas du tout à ma place à dire des choses pareilles maintenant que je l'ai vécu je me rends compte que en fait c'est pas tout noir ou tout blanc et qu'en fait il y a des nuances et que j'avais certainement pas mon mot à dire là-dedans et en fait, c'est pas facile non plus parce que même 10 ans après, je me refais le film, je me refais le film et je me dis putain, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Bon, après, les choses sont bien faites. Pile quand je me suis rendu compte, enfin, à peu de choses près, à quelques mois près, quelques années près, quand je me suis rendu compte que j'avais abusé et tout, voilà, la vie nous a remis sur la route l'une de l'autre. Et au final, voilà, j'ai pu m'excuser, j'ai pu lui dire que, lui raconter le petit bout de chemin que j'ai fait et où ça m'a amené et du coup lui dire que voilà je suis désolée de l'avoir jugé à l'époque et que c'était pas mon intention enfin si à l'époque c'était mon intention mais qu'en tout cas c'était déplacé et que je comprends que ça allait blesser et énerver et que je suis sincèrement désolée de ce qui s'est passé donc donc voilà donc ça c'est compliqué parce que pareil quand on a des amis alors ça va que mes amis me connaissent très bien ils savent comment me prendre ils savent comment je suis ils se vexent plus heureusement ou peu. Mais je n'arrive pas à me mettre à leur place quand ils vivent quelque chose de compliqué parce que pour moi, quand j'analyse leur situation, des fois ça me paraît facile, alors que certainement que ça ne le serait pas tant. Donc voilà. Et du coup, l'autre truc, c'est que, alors ça, elle a rigolé, mais il n'y a pas beaucoup de gens, alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de reconnaître ce genre de choses sur eux-mêmes. Je déteste, alors, si je vous dis je déteste avoir tort, vous allez me dire tout le monde dit ça. Non, parce que c'est pas que je déteste avoir tort, c'est que quand j'ai raison et quand je suis sûre de moi d'avoir raison, je déteste que les gens ne m'écoutent pas. Donc c'est un peu différent. C'est pas le fait d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est le fait que je n'aime pas que les gens contredisent ce que je dis quand je suis sûre et certaine d'avoir raison. En revanche, par contre, si j'ai tort, je sais reconnaître que j'ai tort et voilà, je m'excuse et je dis oui, ok, j'avais tort, t'as raison, tu avais raison et j'avais tort. Putain, mais il y a tout le temps des biches ici. Déjà ce matin, j'en ai croisé 2 ici, là il y en a encore une. Et ça, donc elle m'a demandé, mais ça vous procure quoi quand quelqu'un écoute pas ce que vous dites alors que vous savez que vous avez raison. Elle me dit est-ce que c'est de la frustration? Je dis non, je suis en colère. Ça me met en colère. Et ça me met en colère que les gens n'écoutent pas
n'écoute pas. Je dis typiquement, bah voilà, typiquement quand on a des coachings et et que des gens remettent en question des choses que je dis qui pour moi sont des vérités absolues, ça me met hors de moi. Et en fait, ça me met tellement hors de moi que j'ai l'impression que mon cerveau déconnecte complet et je n'ai même plus d'arguments pour argumenter. En gros, dans ma tête, ça fait ok, bon bah écoute, tu veux pas écouter ce que je te dis, je vois même pas pourquoi j'argumenterais, bah reste dans ton erreur, et puis moi je sais, et puis toi tu sais pas, et puis ciao quoi. Et en fait, ça fait un peu ça. Et du coup, bah, professionnellement parlant, c'est pas très pratique, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. Euh, et du coup, tout ça pour en venir que la prochaine, je lui ai aussi dit que que je ne savais pas me vendre, que que parler de moi et tout ça, c'était très compliqué et que bah, du coup, dans un milieu professionnel auto-entrepreneurial, c'est pas facile. Et du coup, ça colle avec le manque d'estime de soi. Et je lui ai aussi dit que j'avais un très gros problème avec l'argent, que j'avais un très 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 gros problème avec l'argent et et que du coup, bah en fait, en plus de pas savoir me vendre, je n'osais pas demander d'argent à mes clients. Donc, quand les gens ne pensent pas eux-mêmes à me donner de l'argent, je ne le réclame pas. C'est pas facile au quotidien parce que, bah, mine de rien, tout travail mérite salaire, donc il n'y a aucune raison que je n'ai pas d'argent. Mais voilà, c'est au-dessus de mes forces, je n'arrive pas à faire ça. Donc voilà. Et, euh, et voilà. Et voilà, voilà. Donc pour elle, l'autisme était. Enfin voilà, elle, ça l'a fait rire parce que pour elle, tout ça, c'est des facteurs d'autisme. Bref, sur ce, je suis arrivée à ma destination, c'est-à-dire à la maison. Je pense que j'ai fini le update. Je vous en ferai peut-être un bah, quand ça sera tout validé, tout fini, peut-être sur les traitements, voir ce qu'on en dit. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon n'importe quoi. Et à bientôt!